Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous avons nos sujets habituels, indépendance, immigration, langue française, politiquement correct, gauche, droite et ainsi de suite. Eh bien, nous les laissons de côté pour un instant pour parler de toute autre chose. Les dérives possibles de la DPJ, c'est le thème que veut aborder avec nous aujourd'hui Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. De quoi nous parles-tu? Les dérives de la DPJ, une culture de l'irresponsabilité, de quoi nous parles-tu exactement? Ben, je veux dire, les deux cas qui ont été rapportés dans la presse, tout particulièrement, là, depuis 48 heures, ont de quoi, je pense, scier les jambes de l'ensemble de la population. Et on avait cru qu'on avait atteint le sommet de la bureaucratie et de l'indifférence et du dysfonctionnement avec la tragédie de la fillette de Granby, hein, où sous prétexte de protéger la confidentialité, ceci, cela, ben, cet enfant a finalement été laissé à elle-même entre les mains d'un père faiblard et d'une belle-mère bourreau, là, comme Aurore l'enfant martyr. On pensait que c'était le sommet de l'horreur, objectivement. Et là, ce qu'on comprend, c'est jusqu'où est-ce que finalement, c'était plutôt un symptôme de l'ampleur d'un système brisé. Quand on imagine une enfant qui est placée dans une famille d'accueil où elle est agressée sexuellement par le père de la famille d'accueil, qu'elle trouve le courage d'en parler à la mère de la famille d'accueil qui ne la croit pas, qu'elle trouve le courage d'en parler à son intervenante qui ne la croit pas et que ça dure pendant 6 ans. Imaginez. Et que finalement, quand il y a un procès qui a lieu, quelqu'un finit par la croire, le beau-père est condamné, le père d'accueil est condamné, et là, on sait qu'elle n'est pas la seule plaignante dans cette affaire, qu'il y a des recours contre l'oncle, contre le fils de cet homme-là. Le jugement a été rendu en novembre dernier et il n'y a pas d'enquête interne qui a été lancée. OK. Alors là, je t'entends sur le récit des événements. Stop niveau, là. Puis là, il y a un autre cas ce matin, là. C'est une enfant de 6 ans, Mathieu, qui est agressée sexuellement. Là. C'est encore pire par son intervenant. Elle s'en plaint à une autre intervenante et on ne la croit pas. Alors, justement, le récit des faits, on l'a, il est atroce. La question que je voudrais te poser à partir de là, c'est de quoi ces événements sont-ils le symptôme? Parce que, bon, on peut confesser son horreur absolue devant tout ça, mais qu'est-ce que ça dit plus largement sur la question des, bon, on sait des enfances malheureuses, des enfances maltraitées au Québec, de la capacité qu'a l'État ou non de sortir les enfants de situations comme celle-là? Est-ce que c'est symptomatique ou finalement ce sont deux tragiques faits divers? Mais on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas d'enquête interne qui a été menée. Pour une raison très simple, c'est que l'argument, c'est il y a eu la commission Laurent, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place maintenant, les intervenants peuvent plus se cacher derrière les silos puis la confidentialité pour ne pas intervenir. Très bien. Dès qu'un cas d'agression sexuelle ou de maltraitance, là, quand la santé, le bien-être physique de l'enfant est mis en danger, il y a une obligation de s'en rapporter. Très bien. Mais dans la mesure où on sait que la DPJ est un système profondément dysfonctionnel, mais pour une foule de raisons, manque de ressources, culture du secret, faut pas être la tête à Papineau pour comprendre qu'une nouvelle loi à elle seule ne fait pas le travail. Il y a une absence de curiosité pour essayer de saisir qu'est-ce qui fait en sorte que des cas comme ça ont lieu. Est-ce que ce sont en effet 2 pommes pourries? Parce que c'est aussi tragique, puis on va juste prendre une seconde pour le dire. On en parle de la DPJ quand il y a des cas horribles qui dépassent l'entendement. La réalité, c'est qu'il y a des centaines d'intervenants et d'intervenantes qui ont la main sur le cœur, qui font ça par dévouement et qui font un travail extraordinaire. Mais on ne peut pas avoir une direction de la protection de la jeunesse qui va s'améliorer et qui va aller au bout des réformes proposées par la commission Laurent, si quand il y a un cas aussi horrible que celui-là, il n'y a pas au moins une enquête administrative pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé. C'est facile de dire
L'intervenante, c'est une pomme pourrie. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Etc. On ne l'a pas parce que la seule enquête qui a eu lieu, entre guillemets, c'est une enquête de la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse qui, elle, a conclu que les droits de l'enfant n'avaient pas été lésés. Écoute bien, elle a passé 6 ans à se faire agresser sexuellement. Mais alors, là, c'est qu'il y a 2 niveaux d'analyse possibles là-dessus. En fait, il y a 3. Il y a la narration journalistique des faits, qui est en tant que telle bouleversante. Il y a la question des dérèglements de la DPJ, et qui est une question à part entière. Il y a aussi une question, je dirais, culturelle ou sociologique, qui me semble peut-être la plus importante là-dedans. C'est-à-dire que des cas comme ceux-là soient assez nombreux. Il y a quelque chose de brisé dans la fabrique sociale, je dirais ça comme ça. Moi, j'ai une vision pessimiste de la nature humaine. Je pense que quelle que soit la société, même la meilleure, il y aura toujours des monstres, il y aura toujours des enfants maltraités, il y aura toujours des gangs, il y aura toujours de l'horreur. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On sauvera jamais tous les enfants de la planète, mais le principe d'une direction de la protection de la jeunesse, c'est qu'on peut en sauver quelques-uns. Mais j'ai l'impression que qu'il y en a plus à sauver. La plupart, mais il y en a plus à sauver maintenant qu'auparavant, j'ai l'impression. Il y a les effets d'un effondrement de la famille, appelons ça comme ça, d'une société régulée par la pharmacopée, et ainsi de suite, des sociétés hyper stimulées, violentes, une société qui a un imaginaire complètement ravagé par la pornographie. Mais tout ça ensemble, j'ai l'impression que c'est une société qui fabrique plus de malheur que ça pouvait être le cas auparavant. Peut-être c'est mon côté conservateur qui parle, mais j'ai l'impression que c'est une dimension qui est pas nommée, qui est réelle là-dedans. Peut-être, mais les faits, parce que à cause des réformes qui commencent à être mises en œuvre, depuis qu'on a changé la loi, qu'on a mis le bien-être de l'enfant au cœur de tout ça, qu'on a changé toute la réglementation, la réalité, c'est que tout le monde avait compris qu'il faut agir en prévention avant, les prendre en charge avant qu'ils se ramassent à la DPJ, avant qu'on les sorte de leur maison, avant tout ça. Et ça semble porter des fruits parce que des cas qui se retrouvent pris en charge, sortis de la maison, etc., il y en a moins qu'il y en avait il y a 2 ans quand la loi a été adoptée. Donc, il y a des progrès qui se font à ce chapitre-là. Mais moi, ce que je trouve impardonnable et inexcusable, c'est que dans la mesure où c'est sûr qu'on ne pourra pas sauver tous les enfants poqués, victimes d'une injustice de la naissance, parce que c'est ça. Oui. Mais en même temps, il y a un devoir, c'est le principe d'une DPJ, c'est d'essayer de le faire. Or, quand on se rend compte, on ne se pose pas la question de savoir comment ça se fait que là, on a 2 cas qui sont complètement séparés dans des circonstances très différentes. Là. Il y en a une, c'est dans une famille d'accueil, l'autre, c'est dans un foyer de groupe qui a été fermé, ouvert, etc. Si sous prétexte qu'on a des nouvelles règles, maintenant, on ne se posera pas la question, on abdique notre responsabilité comme société à réussir à aller au bout d'une réforme de la protection de l'enfance. Puis ça, c'est impardonnable. J'entends ton argument, qui me semble essentiel, mais j'ai l'impression, mais ça c'est peut-être une question de préférence pour les politiques publiques, préférence pour la sociologie, mais j'ai l'impression qu'il y a, c'est une réponse technocratique. C'est à un moment donné, il y a le fait est que, il y a, comme je dis, il y a du malheur extrême dans toute société. Ça, il n'y a pas moyen de s'en sauver. Mais une société déréglée, il y a des facteurs qui font en sorte qu'une société est plus en santé qu'une autre. Par exemple, dans certaines communautés, on le sait, on l'a vu aux États-Unis, l'absence de la présence du père pouvait avoir un effet réel sur la dislocation de la communauté. On le voit dans ce peut avoir d'autres facteurs qui comptent. J'ai l'impression que la question au Québec, il y a une dimension qu'on n'est pas capable d'y réfléchir. C'est comme si la dimension, l'arrière-fond culturel de ces blessures répétées à l'enfance, on laisse ça de côté. C'est comme la sociologie où la culture ne fait pas partie de la réflexion publique. On se dit simplement avoir les bonnes procédures pour répondre à ça. J'ai l'impression que c'est la part manquante de ces réflexions. Mais il se peut que je sois trop sévère. Non, je pense pas que tu es trop sévère. Je pense qu'il y a un tabou au Québec dans tout ce débat-là parce que tu sais, qu'on parle de maltraitance, de protection de l'enfance, de santé mentale des adolescents, des écrans, de la place de l'école, de la violence à l'école. Tout ça, finalement, est dans un contexte où on met le poids sur les institutions publiques pour régler tous les problèmes.
On met le poids sur l'école, on met le poids sur le gouvernement de régimenter les écrans, on met le poids sur la DPJ de sauver les enfants, on met le poids sur ci, sur ça, sur les médecins, etc. C'est comme si on refuse par crainte de culpabiliser et d'avoir l'air ringard, moralisateur, etc. Je pense d'avoir une vraie réflexion sur le rôle des parents dans la société. La preuve, si regarde, cette semaine, il y avait des données qui ont été publiées sur le taux d'absentéisme dans les écoles qui a augmenté de manière faramineuse. Puis on se rend compte qu'une des raisons pour lesquelles ça a lieu, c'est que des parents prennent des vacances à des moments parce que le billet d'avion est moins cher. À un moment donné, je veux dire, c'est une chose de dire, il y a ce moment dans la vie de mon enfant, une occasion unique qui fait que je vais passer l'éponge, elle va manquer 3 jours d'école, je sais pas, moi, son oncle préféré se marie à Tombouctou, c'est pas la même chose que de dire je m'en vais dans un tout inclus parce que ça coûte moins cher cette semaine-là. Mais si c'est une réflexion sur le rôle, sur le devoir des parents qu'on n'ose pas avoir. Ouais. Et moi, je crois. Ah, mais justement, puis tu sais comment, ça, c'est l'essentiel. Je prends cette idée d'être parent absolument et extraordinairement au sérieux. Je me rends compte que c'est un débat qu'on n'ose pas avoir et que même moi, j'hésite à mettre sur la place publique pour pas avoir l'air ringarde. Et c'est pour ça que je me permets d'insister, parce que je crois que c'est une question vraiment importante. C'est la part absente du débat public, c'est qu'on veut tellement pas avoir l'air conservateur, ringard, réac. On veut tellement pas avoir l'air moralisateur. On sacralise tellement la vie privée des uns des autres, que je comprends, qu'on oublie que la famille a aussi une fonction sociale. La famille, c'est pas seulement l'union de 2 personnes qui s'aiment, qui ont par ailleurs une descendance. C'est aussi, elle a une fonction sociale d'éduquer, de socialiser, de préparer à l'existence. Et ça, tu viens je pense de le nommer très bien, c'est toute réflexion qui ne tient pas compte de cette dimension-là est condamnée à reproduire toujours les mêmes erreurs. Oui, mais ça, c'est causé par l'individualisme de notre société, là. Où, premièrement, on a convaincu les femmes avec la révolution féministe, je vais utiliser l'expression en anglais, women can have it all, hein? Donc, les femmes peuvent tout avoir. Tu peux être une mère parfaite, une épouse parfaite, avoir une grande carrière, et etc. Et ça a comme exclu de la responsabilité viscérale des parents, leur rapport à ce qu'il y a d'intangible dans le fait d'être parent. Donc, être parent, c'est pas seulement assurer la sécurité d'un enfant, t'assurer qu'il fait ses devoirs, lui donner à manger et faire en sorte qu'il se couche tôt ou pas tôt ou à telle heure. C'est pas juste une job d'encadrement, là. Et je dis pas qu'il faut sacrifier sa vie pour aspirer à être des parents parfaits, mais j'ai la très nette impression qu'en général, dans la société, l'espèce d'équilibre à trouver entre individualisme et droit d'être un être à part entière au-delà de son rôle de parent et les devoirs lourds, exigeants, importants qui viennent avec la parentalité, cet équilibre-là est complètement désaxé en ce moment. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut oser avoir dans notre société parce qu'on ne peut pas mettre sur le poids de l'État de s'assurer que nos enfants aient mieux. La responsabilité première pour que nos enfants aient mieux, c'est aux parents de le prendre en charge. Alors, il nous reste 30 secondes, mais je te pose quand même la question. De quelle manière peut-on lancer cette question dans l'espace public? Comment peut-on faire en sorte qu'elle ne soit pas seulement chuchotée chez les uns les autres? Il y a moyen d'en faire une question de débat public ou c'est une espérance vaine? C'est une bonne question que tu parles. Je me la pose, la question, depuis un certain temps. Peut-être qu'on devrait brainstormer. Je pense que c'est le genre d'enjeu où ça va prendre un cas, quelque chose qui va saisir l'imaginaire pour abattre le tabou autour de ça, et amener le débat sur la place publique, de même façon que la crise du logement au Canada anglais a fini par légitimer la remise en question des cibles d'immigration. Est-ce que c'est un événement ou un ensemble de circonstances qui va finalement permettre de crever cet abcès-là et de l'avoir, ce débat-là? Peut-être, mais j'ai bien hâte qu'il ait lieu. Emmanuelle Latraverse, merci infiniment pour ton temps, c'était un plaisir. À très vite. Oh.
Et chers amis, c'était un plaisir de vous parler et nous nous retrouvons évidemment très rapidement pour la poursuite, dis-je, de cette actualité à décrypter. À très vite, chers amis.